Antonin Artaud, L'homme. Jacques Audiberti a dit « Artaud, c'était pur. C'était le cri de l'homme excédé par lui-même. C'était le grand soubresaut hurlant et nerveux de ceci ou de cela, gainé, ganté dans l'horreur de notre chair, et qui s'impatiente, et qui, déchirant le gant, se déchire à mourir. Antonin Artaud s'est à bon escient suicidé sa vie durant, sans une heure de répit, sans se préoccuper de disciples, d'imitateurs, pour notre salut. 1975, Roger Vrigny et Christian Giudicelli, extrait des Samedis de France Culture. En compagnie d'Antonin Artaud. Aliénation et magie noire. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapeleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé bardo. Cette voix extraordinaire que nous venons d'entendre est celle d'Antonin Artaud, que les archives des services phonographie de Radio France nous ont conservées, et dont nous avons extrait cette page d'Aliénation et magie noire, interprétée par Antonin Artaud lui-même quelques mois avant sa mort. Aujourd'hui, nous voudrions simplement et modestement approcher Antonin Artaud, essayer d'immobiliser quelques instants sa silhouette, son visage, tenter de le faire revivre, agir, parler, comme l'ont vu, entendu, aimé tous ceux qui ont vécu près de lui, autour de lui, dans les derniers mois de sa vie, et qui sont les derniers témoins irrécusables, irremplaçables, d'une destinée fulgurante et hors du commun. Pourquoi le faire ? Christian Giudicelli, il y a d'abord une raison d'actualité dans l'édition. En effet, il y a une actualité d'Antonin Artaud dans l'édition. 4 volumes se sont ajoutés récemment aux œuvres complètes publiées chez Gallimard. Le tome 10 et le tome 11 groupent l'essentiel des lettres de Rodez. Dans le tome 12, on trouve Artaud le Momo et Sigy. Dans le tome 13, Van Gogh le suicidé de la société et Pour en finir avec le jugement de Dieu.
Une autre publication également, les œuvres du poète Jacques Prevel. Du reste, le titre de notre émission, nous l'avons emprunté au journal de Jacques Prevel qui vient de paraître chez Flammarion, sous le titre « En compagnie d'Antonin Artaud », texte recueilli et présenté par Bernard Noël. Alors maintenant, comment nous y prendre ? Eh bien, je crois qu'avant de donner la parole à nos invités, il est indispensable pour nous et pour nos auditeurs de fixer quelques points de repère pour expliquer telle ou telle allusion à venir à la vie ou aux œuvres d'Antonin Artaud. Donc, tout d'abord, l'essentiel de sa biographie. Antonin Artaud est né à Marseille en 1896. À 17 ans, sa santé a commencé à s'altérer et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est plaint de violents maux de tête. Il arrive à Paris en 1920 où il est soigné par le docteur Toulouse. Il fait, un an après, la connaissance de Charles Dullin, qu'il engage au théâtre de l'Atelier, où il jouera notamment La vie est un songe de Calderon. En 1923, publication de ses premiers poèmes, Tric-trac du ciel. En 1924, c'est la correspondance avec Jacques Rivière qui paraît. Et on peut dire que c'est la première œuvre importante d'Antonin Artaud. La première en tout cas, où il tente avec une rare lucidité de définir ce qu'il a appelé l'effroyable maladie de son esprit. En 1925, deux textes majeurs aussi à la NRF, L'ombilic des limbes et Le Pesner. En 1927, il fonde avec Roger Vitrac et Max Robur étant le pseudonyme de l'historien Robert Aron, il fonde le théâtre Alfred Jarry. Et signalons qu'il y aura lors d'une représentation du Songe de Strindberg une bagarre avec les surréalistes. Notons aussi qu'il interprète plusieurs rôles au cinéma, surtout évidemment dans le Napoléon d'Abel Gans et dans la Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. En 1929, il publie L'art et la mort. En 1931, son adaptation du Moine de Lewis. En 1932, le premier texte du Théâtre de la cruauté. En 1934, Héliogabale ou l'anarchiste couronné. Et en 1935, il monte sa pièce, Les Cenci, dont l'échec public le touche profondément. Au début de 1936, c'est le départ pour le Mexique, d'où il ramènera les extraordinaires textes sur les Indiens Tarahumara. Revenu en France, il veut aller en Irlande, muni d'une canne, la fameuse canne de Saint-Patrick, dont il sera certainement question dans cette émission. De ce séjour en Irlande, il faut bien dire qu'on ne sait à peu près rien. On retrouve Antonin Artaud à l'hôpital de Sotteville-les-Rouen, puis il passe de l'asile de Sainte-Anne à celui de Villévrard, où il reste, on peut le dire, emprisonné jusqu'en 1943. Entre-temps, apparu chez Gallimard, le théâtre et son double. Sur l'intervention de Robert Desnos, il est remis entre les mains d'un docteur épris de littérature, le docteur Ferdière, qui le soignera de 1943 à 1946 dans sa maison de santé de Rodez. On a beaucoup épilogué sur le rôle du docteur Ferdière, excellent pour les uns, néfaste pour les autres. Les lettres d'Antonin Artaud, récemment publiées, montrent le poète d'abord confiant en son médecin, puis très violent contre lui. En 1946, il obtient, grâce à ses amis parisiens, sa liberté. Et il vivra ses derniers 18 mois dans la capitale, lui-même ayant une chambre à l'asile d'Ivry. C'est surtout à cette période très féconde que nous nous intéresserons, puisque les derniers volumes qui viennent de paraître chez Gallimard groupent, outre les lettres, les textes qu'il écrivit alors. Et maintenant, place à nos invités, Marthe Robert, Jacques Brenner, Hubert Juin, Bierroster et Henri Thomas, pour rester en leur compagnie, en compagnie d'Antonin Artaud. Je me demande s'il ne conviendrait pas tout d'abord de planter le décor de notre discussion. Nous avons parlé à l'instant d'une actualité d'Antonin Artaud dans l'ordre de l'édition. Notamment, la publication des derniers tomes, 12 et 13, nous replonge dans une certaine époque, à un certain moment de la vie artistique et littéraire de la France et de Paris. Il y a là, au fond, tout un climat à évoquer, que nous avons oublié, mais un climat que vous avez tous connu, Marthe Robert, Jacques Brenner, Hubert Juin, Henri Thomas. Et je crois qu'il faudrait justement tenter de le ressusciter. Ce n'est pas votre avis, Marthe Robert ?
Oui, j'y ai souvent pensé ces derniers temps à cause justement de l'actualité de toutes ces publications qui font revivre une période déjà assez ancienne et qui, au fond, sombrait un peu dans l'oubli entre-temps. Justement, vous avez signalé l'ouvrage de Prevel sur Antonin Artaud, mais on publie aussi en même temps les œuvres complètes de Roger Gilbert Lecomte, qui est mort quelques années avant, en 1943, pendant la guerre. Des œuvres de Daumal aussi. On reparle beaucoup du grand jeu. Il y a un regain d'intérêt pour ces mouvements qui, à vrai dire, ne constituaient pas des mouvements, mais qui sont nés dans un certain milieu. Et il y a là, évidemment, quelque chose d'à la fois réconfortant, puisqu'il semble que même les choses les plus restreintes à un milieu étroit, qui n'avaient pas de place dans la littérature de l'époque, ou très peu, qu'elles aient maintenant tout de même une postérité. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez attristant, parce que la manière dont on reçoit cette poésie, cette littérature de l'époque, n'est pas tout à fait celle qu'au fond, elle aurait mérité. Je m'explique. En apparence, il y a beaucoup de points communs entre la génération des jeunes gens, car ils étaient jeunes à l'époque où ils ont créé leurs ouvrages les plus importants, sauf Antonin Artaud, qui a créé une très importante partie de son œuvre après son retour de Rodez, c'est-à-dire dans son âge mûr. Autrement, ces gens sont morts jeunes. Prevel est mort jeune, Roger Gilbert Lecomte est mort à 36 ans, Daumal également. C'est vraiment donc une certaine jeunesse qui a créé les œuvres en question. Et justement, il semble que aujourd'hui on les reçoive comme s'ils avaient été, au fond, les pionniers de mouvements qui nous sont familiers aujourd'hui et qui sont assimilés en gros et grossièrement à l'avant-garde intellectuelle et littéraire. Et il semble qu'en effet, on puisse placer certaines tendances actuelles sous le patronage de Roger Gilbert Lecomte, Antonin Artaud ou de Daumal. Surréalisme, ça on l'a fait bien sûr jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a en effet des points communs. Les points communs sautent aux yeux. Il y a une révolte exprimée par toute cette poésie, par toute cette littérature, une révolte violente, très violente même, et qui ne s'arrête au fond devant rien, j'entends au moins en parole. Et il y a aussi une manière de vivre, un choix dans la vie qui se caractérise en gros par une espèce d'évasion par la drogue qui paraît évidemment aujourd'hui conforme à un certain idéal de refus. Refus de la société, refus de ce qui est, refus de la réalité. Refus de la réalité, très exactement. Je disais qu'il y avait là quelque chose d'attristant et même qui me cause un certain malaise. Et c'est qu'en réalité, toutes ces ressemblances qui existent, la révolte d'Antonin Artaud est si totale que même aujourd'hui on peut difficilement aller au-delà, car elle s'adresse vraiment non seulement à tout, à toutes les formes de pensée, à la pensée elle-même, mais aussi au corps, à la manière tout simplement dont l'homme est constitué, n'est-ce pas? Antonin Artaud ne peut pas accepter ce qui est, mais ce qui est, non pas seulement socialement, ce qui est, enfin, ce qui fait la chair, les nerfs et le corps de l'être humain. Vraiment, sa révolte va, je crois, à l'extrême limite du possible. Cependant, malgré encore une fois les ressemblances, je vois une différence fondamentale, c'est que tout ça se passait dans un autre monde. Et dans un monde qui, malgré tout, était encore entièrement dominé par une certaine idée de la littérature. Je dirais presque une certaine mythologie de la littérature. Et c'est très important, je crois, dans la mesure où tout ce qu'il y a d'excessif dans ce mouvement qui ne porte pas de nom, tout ce qu'il y a donc de totalitaire dans le refus de la réalité, se coule malgré tout dans une forme. C'est vrai pour Antonin Artaud, vous savez combien ce problème, on le voit dans la correspondance d'Antonin Artaud avec Jacques Rivière, c'est là le problème fondamental pour Antonin Artaud, qui se sent ravagé par une souffrance de tout instant, qui souffre mentalement, physiquement, psychiquement, mais qui veut essayer, qui veut malgré tout justement couler cette souffrance dans une forme qui, à cette époque-là, est quand même encore une forme assez classique. Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, forme de phrase, direction intérieure de la pensée,
réaction simple de l'esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même. Je le sais, j'en souffre, mais j'y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. Tout ceci qui est très mal dit risque d'introduire une redoutable équivoque dans votre jugement sur moi. C'est pourquoi, par égard pour le sentiment central qui me dicte mes poèmes et pour les images ou tournures fortes que j'ai pu trouver, je propose malgré tout ces poèmes à l'existence. Ces tournures, ces expressions malvenues que vous me reprochez, je les ai senties et acceptées. Rappelez-vous, je ne les ai pas contestées. Elles proviennent de l'incertitude profonde de ma pensée. Bienheureux quand cette incertitude n'est pas remplacée par l'inexistence absolue dont je souffre quelquefois. Ici encore, je crains l'équivoque. Je voudrais que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas de ce plus ou moins d'existence qui est ressorti à ce que l'on est convenu d'appeler l'inspiration, mais d'une absence totale, d'une véritable déperdition. Voilà encore pourquoi je vous ai dit que je n'avais rien, nulle œuvre en suspens, les quelque chose que je vous ai présenté constituant les lambeaux que j'ai pu regagner sur le néant complet. Antonin Artaud avait des modèles. Et c'est à ces modèles qu'il se conformait ou qu'il croyait se conformer profondément quand il écrivait la première partie de son œuvre. En tout cas, pour la deuxième, c'est tout différent, c'est vrai. De même, Prevel. Eh bien, le cas de Jacques Prevel, qui est en lui-même quelque chose d'assez extraordinaire et quelque chose d'assez rare aussi. Justement, le cas d'un homme qui a été positivement saisi dans sa vie par une image de la poésie qui l'a détruit, tout simplement, à laquelle il a cru d'une manière si absolue qu'elle l'a poussé à la destruction de lui-même, à la destruction de sa propre vie, inconsciemment, en partie aussi volontairement. C'est donc un don quichotisme de l'avant-garde qui mérite d'être considéré, parce que il est rare tout de même. Je sais bien qu'il y avait d'autres forces en jeu dans le cas de Prevel, certainement. Mais nous l'avons vu, nous l'avons vécu, vraiment, le mythe du poète, tel que Prevel le concevait, était un mythe absolu qu'il a cru pouvoir voir littéralement incarné dans la personne d'Antonin Artaud. Et cette existence, disons, de modèle auquel, justement, on avait envie de ressembler d'une part et en qui on avait foi, c'était, si vous voulez, à cette époque, tout ce qui restait, au fond, de la foi. On avait foi dans les maîtres qui vous avaient précédés. Roger Gilbert-Lecomte faisait de Rimbaud son dieu. Antonin Artaud a passé une grande partie de ses nuits, du moins après son retour de Rodez, mais même avant, à réciter des poèmes de Gérard de Nerval. Et cette récitation de poèmes n'était pas du tout simplement un exercice de diction ou une simple manière. Non, c'était un rite. C'était un rite par quoi il faisait revivre cet homme qui pour lui était un frère en esprit. De même que quand il écrivait sur Van Gogh, si vous voulez, c'était vraiment une manière d'invocation, mais d'invocation réelle, matérielle. Et c'est là, si vous voulez, que je vois la différence profonde, oui. Entre cette époque qui était encore très imprégnée d'une espèce de confusion, je dirais presque, entre littérature et religion. Vous savez, Nietzsche disait que tant qu'on croyait à la grammaire, on n'était pas réellement athée. Je dirais que dans ce milieu, on croyait encore à la littérature. Mais à la littérature d'auteur, à la littérature signée et datée. Et cela, c'était, si vous voulez, le lien qui rattachait, d'ailleurs qui créait aussi dans les mouvements des querelles et des conflits absolument sanglantes, parce que l'un tenait pour l'autre Réamon, l'autre tenait pour Rimbaud, et c'était absolument irréconciliable. On se battait à mort pour cela, ce qui prouve bien à quel point les maîtres étaient décisifs. Hubert Juin. Ce que dit Marthe Robert à propos du rapport entre les auteurs comme Prevel, comme Artaud bien sûr, comme Gilbert-Lecomte, vis-à-vis des maîtres, c'est passé un peu d'une autre façon pour les gens de ma génération. Je suis arrivé à Paris jeune, je suis arrivé à 20 ans, juste après la Libération.
Les maîtres étaient évidemment Rimbaud d'Autriamont, puisque nous épousions les querelles. Mais il y avait une sorte d'itinéraire obligé pour quelqu'un qui montait vers Paris, qui venait de province. Moi, je venais de la province Belgique. Donc, il y avait une sorte d'itinéraire qui menait chez Adamov, par exemple. Il fallait voir Artaud. Enfin, on l'a attendu quand on a su qu'il venait de Rodez. Bon. Je voyais beaucoup Prevel. Alors, immédiatement, je n'ai pas eu, si vous voulez, à faire le mouvement romantique de Prevel, qui, un jour, décide de refuser toute situation mondaine, parce qu'il avait quand même été employé de mairie, n'est-ce pas? Nous sommes venus, nous, à Paris comme ça. Le problème ne se posait pas. Il n'était même pas question, une seconde, de faire autre chose, effectivement, que de la littérature. Ce qui fait que Adamov, Artaud, puisque Gilbert Lecomte était mort, devenaient, pour nous, plus jeunes, les maîtres qui nous transmettaient les autres maîtres. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une lecture des maîtres à travers leurs nouvelles, par exemple. Quand Adamov a décidé de créer cette revue qui n'a eu que 2 numéros, naturellement on l'a placée sous l'invocation de Rimbaud, cela va sans dire, leur nouvelle est au moins très sévère, et à partir de là, on concevait cette forme de journalisme pour laquelle nous n'avions bien entendu pas la moindre expérience, comme chaque fois la preuve, justement, qu'on peut ne dire, même dans une revue, que l'essentiel. Roger Gilbert Lecomte avait coutume de dire, et je crois là vraiment que tous les gens dont nous parlons ici auraient pu reprendre ce mot à leur compte, il avait coutume de dire « Je tiens pour un porc quiconque écrit pour ne pas dire l'essentiel ». Alors, on se moquait complètement, par exemple, que les textes soient édités déjà, qu'ils soient déjà connus ou qu'ils soient inédits. On n'attachait aucune importance à l'inédit. On voulait l'essentiel. On publie aussi bien des textes tibétains que les choses les plus récentes. Un poème de René Char, même un poème de Prévert. Mais justement, c'est très intéressant. Pourquoi cette heure nouvelle n'a-t-elle eu que 2 numéros ? Eh bien, pour 2 raisons. L'une qui va de soi, par manque d'argent, bien entendu, parce qu'on n'avait rien du tout. Une très maigre subvention d'une dame très gentille qui s'était intéressée à l'affaire. Mais en plus de ça, on avait eu des idées de grandeur. C'était fait chez l'imprimeur le plus cher de Paris, très joliment d'ailleurs. Un travail typographique extraordinaire, une très jolie couverture qui avait été dessinée par le peintre Jacques Germain. C'est très très beau, vraiment remarquable. Enfin, c'était pas possible. Comme on n'y connaissait absolument rien, on ne tenait pas de compte. Enfin, bon, ça devait péricliter déjà à cause de ça. Mais il y avait une autre raison, et qui, au fond, a été la raison décisive. C'est qu'on voulait continuer à ne dire que l'essentiel, ou ce qui paraissait l'essentiel à nos yeux. Si bien qu'au bout de quelque temps, comme il y avait autour de cette revue et autour d'Adamov, qui connaissait beaucoup de monde, qui avait beaucoup d'amis, qui étaient comme ça assez populaires, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient, des gens très gentils, qui nous aidaient à porter les exemplaires, parce que c'était pas du tout distribué, n'est-ce pas? C'était nous qui faisions les paquets, les enveloppes, très mal, tout ça. Et il y avait donc beaucoup de gens qui nous donnaient leur aide, leurs conseils, parfois même un petit peu d'argent, mais qui, tous, écrivaient quelque chose. C'était des porcs. Et oui, j'étais du poète, j'étais n'importe quoi. Bref, on s'est trouvé à un moment donné devant ce cas de conscience absolument insoluble, ou bien faire plaisir à tous ces gens qui le méritaient, qui étaient très gentils, mais qui n'écrivaient pas l'essentiel, ou bien maintenir notre principe, quitte à disparaître. Et c'est c'est évidemment la deuxième solution. Mais il y a une chose quand même que je voudrais rajouter, pour confirmer ce que dit Marthe Robert, mais toujours à mon point de vue, enfin, de ces gens qui montaient à Paris, et qui faisaient d'ailleurs que ce n'était pas des Rastignac, parce que cette idée d'essentiel les touchait, mais il y avait quand même là un phénomène très curieux, qui est le Saint-Germain-des-Prés de cette époque, et on vivait pas à Saint-Germain-des-Prés, on vivait en littérature. Oui. D'ailleurs, si vous lisez le journal de Prévert, si nous avions tenu un journal aussi, vous remarqueriez que nous ne rencontrions que des gens qui écrivaient, ou au moins chez qui un projet de littérature existait. C'est quand même assez fascinant. Ce quartier, on le voit d'ailleurs en lisant Prevel, puisqu'il a disparu entièrement, on ne peut plus avoir la moindre idée de ce... Aucun rapport. Non. Quand vous voyez Prevel avec... monde, comme disait Marthe Robert. Prevel avec son double ménage, enfin, rue des Beaux-Arts l'un, rue du Dragon l'autre, c'est-à-dire à 500 mètres à vol d'oiseau. Oui. Et effectivement, il y a 4 rues qui n'ont pas leur place dans une géographie physique de Paris, mais qui doivent se projeter dans une géographie de la littérature. On le voyait au café.
On allait dans tel café parce qu'on savait qui on rencontrait dans tel café. Mais si on allait dans tel autre café, c'était une bande différente, comme on pourrait dire. Mais on ne vivait que de littérature. On ne parlait que de littérature. À tel point que je ne me souviens même plus comment matériellement on vivait. Ah ben moi, je peux vous dire, enfin, moi je sais très très bien, parce que je faisais la cuisine, pour parfois pas mal de monde, dans une petite chambre d'hôtel, très jolie d'ailleurs, mais très très étroite, où il y avait bien souvent Antonin Artaud, qui venait à n'importe quel moment dans la journée, et qui s'annonçait à grands coups de tisonnier. Il avait un tisonnier, toujours dans son gilet, et il montait les 4 étages de cet hôtel du XVIIIe siècle. Il y avait un très joli escalier, c'était une très belle maison complètement dégradée, mais très belle. Il montait les 4 étages en tapant à force de bras sur la rampe de cet escalier. Alors je l'entendais d'en bas, le patron de l'hôtel aussi, naturellement. Il arrivait et il s'allongeait sur le lit. Il semblait dormir, à ceci près qu'il avait toujours un cahier quadrillé, ces extraordinaires cahiers qu'il faut maintenant déchiffrer, et un crayon qui était taillé ou pas taillé, ou parfois il se servait d'ailleurs par l'autre bout. Et il écrivait, les yeux fermés, ouverts, il était là. Bon. Ensuite arrivait Adamov, qui venait juste de lire quelque chose quelque part, qui avait découvert, ça Jacques Brenner le confirmera certainement, il avait découvert un auteur de théâtre, puisqu'à ce moment-là il était passionné de théâtre, c'était Kleist, ou c'était Büchner, ou c'était Hölderlin. Il arrivait, et tout à faire cessante, il fallait, tout en faisant la cuisine, que j'écoute les citations qu'Adamov faisait toujours de travers, d'ailleurs, du poète ou de l'auteur dramatique qu'il venait de découvrir juste à ce moment, et tout à faire cessante, il fallait en parler, il fallait l'écouter, et la question ne se posait pas de se nourrir. Il n'était pas question, la littérature primait tout. Et quelle littérature? C'est cela que j'aimerais bien maintenant pouvoir définir. La poésie joue un grand rôle à ce moment-là. Si je me souviens bien, moi, je lisais des romans. Et puis, je commençais à m'occuper de Kafka. Mais en général, on ne lisait pas de romans. La littérature, c'était la poésie et c'était tout. Je ne me souviens pas que Roger Gilbert-Lecomte, par exemple, n'ait jamais parlé d'un romancier, ni qu'il ait jamais écrit au sujet de quelque chose qui l'avait frappé dans un grand romancier de la littérature mondiale. Antonin Artaud ne m'a jamais, probablement jamais évoqué un roman devant moi. Jacques Brenner. Enfin, il en avait lu, puisqu'il a fait, par exemple, Le Moine. Sûrement, il en avait lu. Mais je veux dire que ça n'entrait pas dans ce monde de désir, de nostalgie, de rêve que représentait la poésie. C'était toujours un petit peu trivial. Et les gens qui écrivaient des romans, comme Roger Vaillant, par exemple, c'est un des gros griefs que les gens du grand jeu ont eu après contre lui. Il écrivait des romans. Jacques Brenner. Oui, pour ma part, j'avais été introduit dans ce milieu par Henri Thomas. Et en fait, moi, j'étais quelqu'un qui admirait, par exemple, beaucoup André Gide. Mais quand j'ai vu ce groupe de près, enfin, Artaud, Adamov, vous-même, j'étais, je dois dire, intimidé. Car je me disais, en effet, la littérature, est-ce que ce n'est pas ça qui est tout à fait en marge des choses dont on parle? Et n'est-ce pas l'essentiel, comme vous disiez? Je dois dire, d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Artaud, pour moi, je me suis trouvé devant un monstre sacré, quelque chose qui n'était pas d'ailleurs un littérateur. Là, c'était effectivement le grand poète. Mais d'un autre côté, enfin, j'admirais Gide, mais par exemple, mon grand homme était Lautréamont. Et parlant de Lautréamont à Colette Thomas m'a dit, mais nous l'avons, Lautréamont. Lautréamont, c'est Artaud. Je crois en Artaud. Et elle m'a dit, je crois en Artaud, comme elle m'aurait dit, je crois en Dieu. Exactement, Jacques Brenner. Mais alors, comment parler d'un Dieu? Quand on veut évoquer le personnage d'Antonin Artaud, on se heurte toujours à cette fascination qu'il exerçait. D'où la difficulté que nous éprouvons, nous, maintenant, à parler de lui. C'est votre sentiment, Henri Thomas. C'est difficile de parler de n'importe qui, mais c'est peut-être plus difficile de parler d'Artaud. On croit l'avoir connu, mais qui a-t-on connu? Artaud, je ne lui enlève rien en disant ça, était un prodigieux comédien dans la vie. Et, chose étrange, il ne s'en cachait pas. Quand il vous disait « je ressemble à Victorien Sardou », que fallait-il penser? Parce qu'il avait un béret, il se regardait dans une glace. Mais ce comédien disait quelque chose qui vous introduisait dans un monde inconnu, un monde incontestable, où les mythes
construits par Artaud dans la conversation prenaient une réalité, on ne pouvait que les admettre. Lorsqu'il me disait « Henri Thomas, je vous ai envoyé de Rodez une petite potence à laquelle étaient suspendues 3 roses. L'avez-vous reçue ?» J'étais obligé de lui dire « Les choses se perdent si facilement dans la poste. » Je suppose que c'était ailleurs un dessin. Il est possible qu'il m'ait envoyé. Et ça avait une signification et une portée, disons, métaphysique, amicale aussi. C'est très important, c'est le sens de l'amitié d'Artaud. Il ne se trompait jamais. Il savait les gens qu'il aimait et il les reconnaissait. Il reconnaissait aussi ceux qui le haïssaient, il y en avait. Enfin, le lien affectif n'était pas rompu entre Artaud et ses semblables, si on peut parler de semblables d'Artaud. Et pour moi, c'est très important, ça signifie qu'il n'était pas ce qu'on appelle dément. Rodez, 5 août 1944. Ma chère maman, j'ai bien reçu ta lettre et ton mandat de 50 francs, mais je ne veux plus que tu te prives d'argent pour moi. D'ailleurs, ici, il n'y a plus rien à acheter. Et puis, ce n'est pas de l'argent qu'il me faudrait, mais du pain. Et ce n'est pas à toi à m'en envoyer, mais à mes amis et autres membres de notre famille. Et les colis de Paris et ici ne marchent plus. Et quant au sucre et au chocolat, je crois qu'il faudrait que les anges du ciel m'en apportent pour que j'en mange encore sur cette terre où je n'en ai plus vu depuis des mois. Les hommes ne savent pas ce qu'est le besoin. Et ils n'ont jamais su comprendre à quel point un homme comme moi pouvait avoir besoin de tout parce qu'il a manqué de tout pendant des années. J'ai passé 3 ans, de 1937 à 1940, dans les asiles français, à Paris et à Rouen, sans voir un dessert, ni manger un gâteau ou un fruit, ni boire une tasse de café. C'est que la charité et la pitié ne sont plus de ce monde, et l'amour non plus. Et pourtant tout est basé sur l'amour. Mais les hommes n'ont jamais su ce que c'était. J'étais un homme qui voulait être aimé avec mon cœur, et pour lui. Et toutes les femmes m'ont tourné le dos parce qu'elles ne comprennent que l'amour sensuel. Et dès qu'on essaie de leur donner de l'âme, elles n'en veulent pas, et vous prennent pour un niais et un idiot. Platon a essayé de donner une idée sublime de l'amour dans ses livres. Sa doctrine, qui est merveilleuse, a servi à composer dans notre langue l'expression fameuse d'amour platonique, qui veut dire pour les Français amour qui n'existe pas. Saint François d'Assise en a fondé une autre, celle d'amour séraphique, mais elle ne vaut que dans les cloîtres, parce que dans la vie je n'y ai jamais vu. L'amour, c'est le don entier de soi à un être. Mais notre soi n'est pas notre corps, mais notre âme et notre cœur. Et j'ai toujours reconnu que quand les sens et le corps s'en mêlaient, l'âme et le cœur se retiraient, et que l'amour lui-même était perdu. Et aimer, c'est aimer d'un amour éternel, et non de passade et de passage, ou alors ce n'est pas la peine d'aimer, et ce n'est pas de l'amour mais de la bestialité. Si quelqu'un m'avait aimé vraiment sur cette terre, d'amour, je n'en serais pas dans la situation où je suis, ayant faim et me trouvant dans un affreux besoin de l'essentiel. Mais il m'aurait apporté tout ce qu'il me faut et qui me manque pour vivre et retrouver mes forces, parce qu'il aurait reconnu que je ne suis pas un inutile, mais que mes capacités sont au service de tous et peuvent le redresser lui-même quand je les retrouverai, et que je mérite de ne pas disparaître sans rien. Ceci est dit pour mes amis. Quant à toi, sois tranquille. Nous nous reverrons bientôt. À toi. La rupture du lien affectif, j'ai eu l'occasion de voir ça, c'est vraiment le signe de la grande démence, enfin, ou de l'isolement total. Artaud n'était pas un isolé. Artaud était un vivant extraordinaire. Il m'a dit aussi qu'il aurait aimé vivre dans la Grèce archaïque, parce que là, on savait danser. On dansait la vie. Ce qui est nietzschéen, au grand sens du mot, et pas du tout, comme on dit, un peu désespéré.
Jacques Brenner. Il faut préciser que les jeunes gens donc, comme moi autour d'Artaud, nous étions dans une attitude extrêmement respectueuse. Aujourd'hui, on me dit, vous avez été un ami d'Antonin Artaud, mais c'était Monsieur Artaud. Il y avait des distances auxquelles, d'ailleurs, il tenait beaucoup. Il faut dire que dans le journal de Prevel, on se rend compte que le fait d'avoir été maltraité dans les asiles faisait également qu'il tenait maintenant à cette distance. Cette appellation de monsieur. Mais cela tenait aussi au sentiment de sa particularité, dirais-je. C'était quelqu'un qui ne se commettait pas, Monsieur Artaud. Il gardait d'ailleurs quelque chose du dandy dans ce côté archange foudroyé qu'il avait. Et alors, quand il arrivait, qu'il donne des démonstrations, si je puis dire, qu'il fasse une lecture, par exemple, c'était quelque chose d'impressionnant et quelquefois de terrifiant, parce que s'il n'avait rien dans la main qu'une canne, c'était des coups de canne, mais quand on allait à Ivry, c'était des coups de marteau sur un billot. Et on était là, effectivement, comme à une cérémonie sacrée. Et c'était vraiment le haut mal, dirais-je, au sens sacré du mot. On ne peut pas encore une fois s'imaginer, parce qu'il fallait voir ce dandy. Mais quel dandy? Perdu dans un costume trop grand qui provenait de Pierre Lobe, je crois. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand vous pensez que vous pouviez déjeuner avec Artaud au Vieux Paris, par exemple, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Artaud ne serait pas reçu dans un établissement public plus de 30 secondes. Et ce respect que nous avions pour lui, il l'imposait au garçon de café du Flore, ou à la serveuse du Vieux Paris, par exemple. C'est une chose très remarquable, ça. On se ferait, je crois, une image tout à fait fausse de lui si on ne soulignait en même temps combien, justement, les gens de Montparnasse, d'abord, de Saint-Germain-des-Prés, les gens qui l'entouraient, avec lesquels il avait affaire parce qu'il leur donnait ses chaussures à réparer ou son linge à laver. Combien ces gens, au fond, ne le considéraient absolument pas, ni comme ridicule, parce qu'il aurait pu l'être parfois, étant donné les si magrés qu'il faisait dans la rue, ni comme scandaleux, ni comme dangereux. Ni comme fou. Ni comme fou. J'ai vu ça, vraiment, constamment. Le patron d'hôtel dont je parlais tout à l'heure, qui avait pourtant beaucoup à souffrir de la présence continuelle d'Antonin Artaud chez nous, puisqu'il plantait son couteau dans ma table par théâtre, par jeu, mais au sens vraiment le plus profond du mot. C'était pas du tout qu'il ait jamais menacé quelqu'un. Mais justement, l'extraordinaire, les gens le savaient. Les gens le sentaient. Je l'ai vu dans le Midi, dans une petite ville du Midi qui à ce moment-là n'était pas du tout envahie par le tourisme, Sainte-Maxime, où il n'y avait personne, un petit village encore. Et où Antonin Artaud se promenait tout de même avec un couteau ouvert, un couteau à cran d'arrêt, dans les rues. Et il y avait des enfants, il y avait des passants, il y avait des gens qui allaient venir, les patrons de l'hôtel. Un jeune couple qui, évidemment, n'avait jamais rien lu, mais ils avaient eu l'idée d'aller se renseigner auprès du médecin du pays, qui, lui, était abonné au Cahier du Sud. Et qui leur a dit « non, surtout ne lui dites rien. C'est Antonin Artaud, c'est un très grand poète. Alors, vous comprenez, il est un peu bizarre, mais c'est un grand poète. » Et effectivement, ils ont laissé Antonin Artaud renverser son encrier toutes les nuits sur les murs. C'était une petite chambre toute fraîche, repeinte, très, très coquette. Et bon, un beau jour, tout de même, ces jeunes gens sont venus me trouver et m'ont dit, écoutez, Antonin Artaud est un monsieur si impressionnant, vous comprenez, nous n'osons pas lui dire, et puis nous savons c'est un grand poète, le docteur nous l'a dit, alors on voudrait vraiment pas faire d'ennui, mais c'est pas possible, on vient de refaire l'hôtel à neuf, et toute sa chambre est maculée d'encre, absolument partout, les draps sont déchirés, alors j'ai écrit à Dubuffet pour obtenir un petit peu d'argent pour dédommager effectivement les patrons de l'hôtel qui avaient été si gentils. Et dans les rues, à Paris ou n'importe où, à Montparnasse par exemple, à l'époque où Antonin Artaud avait sa canne à laquelle personne ne devait toucher. Et un jour, un garçon qui était nouveau ou qui était distrait au Dôme déplace la canne d'Antonin Artaud pour mettre le par-dessus de quelqu'un. Et Antonin Artaud se dresse à ce moment-là comme si on l'avait vraiment piqué de 1000 vipères et commence à lui tenir des propos, vous voyez, enfin, monsieur, on ne touche pas à ma canne, c'était la canne de Saint-Patrick. Eh bien, les autres garçons de café qui connaissaient très bien Antonin Artaud sont venus et ont dit, oh mais non, mon vieux, on ne touche pas à la canne de monsieur Artaud. C'est tout. Vous nous parlez bien vraiment d'un autre monde. Et oui, Marthe-Robert. Et Antonin Artaud avait, il faut bien dire, tout de même des façons d'être qui auraient pu provoquer de la gêne ou du scandale n'importe où ailleurs qu'à Montparnasse. Par exemple,
Un jour, on se promenait sur le boulevard Montparnasse, on marchait beaucoup. Antonin Artaud marchait, vous savez, il pouvait marcher pendant des heures. Il marchait si vite que je n'ai jamais vu personne pouvoir le suivre. Même quand il était très malade, même après sa sortie de Rodez, on ne pouvait pas marcher du même pas que lui, il courait. Et alors, courant comme ça, moi, trottinant derrière, je le vois aborder une dame, une ménagère, une dame qui faisait ses courses, enfin, elle avait un filet à provision à la main, et elle lui dit, madame, vous êtes verte. Et la dame s'est retournée, elle l'a regardé évidemment avec un peu d'étonnement, mais elle a passé son chemin, et puis il n'y a rien eu. Mais un autre jour, par exemple, il me dit, ma chère enfant, j'ai décidé de mendier, parce que, d'une part, je n'ai pas d'argent, et d'autre part, il faut que je récupère ce que le monde me doit. C'était l'époque où aussi il refusait de signer ses livres et où il avait décidé qu'il ne faisait plus paraître ses livres que de façon anonyme, ce qui avait incité Paulan à lui répondre. J'ai vu la lettre, mais mon cher Antonin Artaud, quel sens ça a? De toute manière, ce que vous écrivez, tout Paris saura le lendemain que c'est de vous, vous ne pouvez pas vous cacher. Alors à l'époque où il voulait se cacher, il voulait aussi mendier. Et un jour, il m'a emmené mendier sur le boulevard Montparnasse, toujours, avec sa canne qu'il avait et avec laquelle il devait toujours toucher les écorces des arbres, ce qui l'obligeait à faire des zigzags sans cesse sur le trottoir. Tout en faisant ces zigzags, il a abordé un monsieur fort bien mis, avec un chapeau, un par-dessus, et lui a dit, monsieur, donnez-moi 5 francs. Et le monsieur, naturellement, recule, voyant ce mendiant qui n'était pas un mendiant et qui, tout de même, avait l'air comme ça d'une espèce de prophète sorti d'on ne sait où. Il était très beau encore à l'époque. C'était d'une beauté absolument foudroyante. C'était vraiment une apparition qu'on ne pouvait pas ne pas remarquer. Et donc, cette espèce d'apparition demande 5 francs. Le monsieur recule, un peu étonné, il dit, mais pourquoi? Déjà, une bizarre question, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Et Antonin Artaud lui a dit, monsieur, le monde entier m'a fait beaucoup de mal. Vous faites partie du monde entier. Par conséquent, vous m'avez fait aussi beaucoup de mal. Et je vous demande 5 francs. C'est vraiment peu pour réparer. Et le monsieur les lui a donné. Je me souviens d'une autre image d'Antonin Artaud qui m'a bouleversé. C'était l'hiver qui a suivi son retour de Rodez. Il faisait particulièrement froid. Il faut savoir aussi dans ce monde que nous évoquons qu'il y avait les fermetures du premier jour de la semaine qui étaient à ce moment-là très strictes. Les cafés étaient fermés, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et les pharmacies. Oui. Et je me souviens de ce spectacle-ci. Les Deux Magots, il n'y avait pas une terrasse couverte comme maintenant. Il y avait des chaises et des tables qui étaient repoussées contre le mur et qui étaient maintenues avec des chaînes. Il faisait glacial. Artaud avait réussi à libérer un bout de table et un tiers de chaise. Enfin, il était assis. Les gens faisaient un détour, pas du tout par crainte, mais, encore une fois, par ce phénomène de respect. Et il gelait à pierre fendre. Artaud écrivait avec la rage habituelle, enfin, déchirant pratiquement le papier, le zébrant, et il transpirait des gouttes énormes dans ce gel, avec ces gens autour qui presque passaient sans faire de bruit pour ne pas le déranger. Pierre Auster. Henri Thomas, vous avez été le témoin de la dernière période de la vie d'Artaud, et vous êtes vous-même né en 1912. Est-ce que vous entendiez parler d'Artaud, soit directement, soit indirectement, en 1936, au moment où il préparait son voyage au Mexique? En 1936, j'ignorais complètement d'Artaud. Est-ce que vous faisiez partie Je ne faisais partie d'aucun milieu. Je faisais partie du service militaire. J'ai lu des choses d'Artaud à partir de 1940, et l'occasion en étant que je rangeais la bibliothèque d'André Gide, où j'ai eu la surprise de trouver des livres avec des dédicaces foudroyantes, d'ailleurs, à monsieur André Gide à travers le givre de l'air, et à monsieur André Gide et que la peste l'étouffe. C'était le théâtre de la peste qui était dédié ainsi. Et j'ai lu cela et j'ai été tout de suite captivé. Et j'ai demandé à Paulan, mais qui est cet Antonin Artaud? Il m'a dit, oh, je crois qu'il est mort ou qu'il est dans un asile. Il savait très bien. La preuve, c'est qu'il lui envoyait des paquets. Mais il commençait toujours comme ça, Paulan. Finalement, j'ai écrit Artaud, et puis je suis allé le voir. Vous aviez l'intention d'écrire un article? Oui, j'ai écrit quelque chose qui s'appelait Antonin Artaud, le théâtre mort et vivant. Ça a apparu dans l'heure nouvelle du regrettant Arthur Adamov. Quel est votre rapport aujourd'hui avec le Artaud qui a précédé celui que vous avez connu?
Comment considérez-vous l'ensemble de son œuvre? L'œuvre d'Artaud est d'un seul tenant, elle a une unité extraordinaire. Dans les lettres à Jacques Rivière, on trouve déjà presque tout Artaud. C'est-à-dire l'impossibilité de penser, de s'attacher à un point précis. En même temps, une faculté d'expression infaillible. Ce qu'il n'y a pas là, c'est la vision. Par exemple, un livre qui m'avait beaucoup frappé, c'était L'art et la mort. Il y a une longue prose sur Paolo Uccello, qui est merveilleuse. Quand tu peignais tes deux amis et toi-même dans une toile bien appliquée, tu laissas sur la toile comme l'ombre d'un étrange coton, en quoi je discerne tes regrets et ta peine, Paolo Uccello, mal illuminé. Les rides, Paolo Uccello, sont des lacets, mais les cheveux sont des langues. Dans un de tes tableaux, Paolo Uccello, j'ai vu la lumière d'une langue dans l'ombre phosphoreuse des dents. C'est par la langue que tu rejoins l'expression vivante dans les toiles inanimées. Et c'est par là que je vis, Uccello, tout emmailloté dans ta barbe, que tu m'avais à l'avance compris et défini. Bienheureux sois-tu, toi qui as eu la préoccupation rocheuse et terrienne de la profondeur. Tu vécus dans cette idée comme dans un poison animé. Et dans les cercles de cette idée, tu tournes éternellement, et je te pourchasse, à tâtons, avec comme fil la lumière de cette langue qui m'appelle du fond d'une bouche miraculée. La préoccupation terrienne et rocheuse de la profondeur, moi qui manque de terre à tous les degrés. Présumais-tu vraiment ma descente dans ce bas monde, avec la bouche ouverte et l'esprit perpétuellement étonné? Présumais-tu ces cris, dans tous les sens du monde et de la langue comme un fil éperdument dévidé? La longue patience des rides est ce qui te sauva d'une mort prématurée. Car je le sais, tu étais né avec l'esprit aussi creux que moi-même, mais cet esprit, tu pus le fixer sur moins de choses encore que la trace et la naissance d'un fil. Avec la distance d'un poil, tu te balances sur un abîme redoutable et dont tu es cependant à jamais séparé. Mais je bénis aussi Uccello, petit garçon, petit oiseau, petite lumière déchirée. Je bénis ton silence, si bien planté. À part ces lignes que tu pousses de la tête comme une frondaison de messages, il ne reste de toi que le silence et le secret de ta robe fermée. 2 ou 3 signes dans l'air. Quel est l'homme qui prétend vivre plus que ces 3 signes, et auquel, le long des heures qui le couvrent, songerait-on à demander plus que le silence qui les précède ou qui les suit? Je sens toutes les pierres du monde et le phosphore de l'étendue que mon passage entraîne faire leur chemin à travers moi. Ils forment les mots d'une syllabe noire dans les packages de mon cerveau. Toi, Uccello, tu apprends à n'être qu'une ligne et l'étage élevé d'un secret. Et puis le Pesner, qui est plus visionnaire évidemment, les lettres à Jacques Rivière sont volontairement dépouillées. Elles sont écrites vraiment dans une prose presque voltairienne. Et ce qui est très extraordinaire, justement, dès les lettres à Jacques Rivière, c'est la lucidité d'Artaud par rapport à sa propre création. Oui, Artaud était extraordinairement lucide jusqu'à la fin. On le voit dans des petits fragments qu'on a retrouvés dans sa chambre après sa mort. Artaud était lucide et il travaillait sa propre lucidité pour en tirer une espèce d'aveuglement volontaire. D'abord parce qu'il lui fallait échapper à sa souffrance physique. Vous savez, il y a un vers d'un poète que j'aime bien, « Les plus grandes douleurs sont celles qui font mal ». Eh bien, Artaud avait véritablement de très grandes douleurs physiques. Il faisait face à ces douleurs et, chose inouïe, il cherchait à se les approprier, à les conjurer en les faisant siennes, en leur donnant une présence démoniaque, de sorte qu'il pouvait converser avec sa douleur. Et
il s'est décidé à mourir, je crois, quand la conversation est devenue intenable. Mais il n'est pas mort dans le silence, sur un dernier cri. Qui a passé par l'électrochoc du bardeau, et le bardeau de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres, et la vie a baissé d'un cran. Il est connu, ces moléculations souffle après souffle, durales et authentiques agonisants. Je suis présent, je vis, je travaille, mais je ne vivrai plus comme avant. Perte d'un pan de l'euphorie de vivre, connue un jour à se sentir vivant. De plus, l'électrochoc, comme le bardeau carré des larves, il fait de tous les états pulvérisés du passant, de tous les faits de son passé, des larves inutilisables pour le présent et qui ne cessent d'assiéger le présent. Or, je le répète, le bardeau, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi, artificiellement, la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néant qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps. En fait, depuis un certain point du temps. Lequel? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants? Radio Archives de Claire Chancel, en compagnie d'Antonin Artaud, par Roger Vrigny et Christian Giudicelli, un document de 1975, avec Marthe Robert, Hubert Juin, Jacques Brenner, Henri Thomas, Pierre Auster et Antonin Artaud, extrait de Aliénation et Magie Noire, 1947. Documentaliste Ina Emmanuel Pige, mixage Monique Prat, réalisation Sylvie Migaud.